Je m'appelle Panchaud, et mon propre fils m'a poussé dans les escaliers, faisant semblant de ne pas me voir, mais avec la plus grande malice. Ma belle-fille, autrement dit sa femme, s'est mise à rire aux éclats quand je n'ai pas réussi à me relever. Ils ne m'ont jamais aidé, je les ai juste entendus dire. « Dépêche-toi, mon vieux, ramasse tous tes objets inutiles dans ta chambre, car c'est là que notre chien va dormir. » Du jour au lendemain, ils m'ont chassé de chez moi, mais dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Vous n'allez pas croire ce qui est arrivé à ces vautours. Si vous aimez ce genre d'histoire, laissez un j'aime et indiquez dans quel pays vous m'écoutez. Je m'appelle Francisco González Pérez, mais en ville, tout le monde m'appelle Panchaud et j'ai 78 ans. Je ne suis ni un homme de luxe ni un homme d'études. Toute ma vie, j'ai été un garçon de la campagne et un travailleur acharné, mais je n'aurais jamais imaginé vivre ce que j'ai dû endurer ce jour-là. Mon corps brûle encore de se souvenir, non pas tant des coups que je recevais à chaque marche, mais de la trahison qui a déchiré mon âme. Je descendais lentement, comme toujours, m'accrochant à la rampe, car je n'en avais plus la force. J'en avais dans les jambes, j'avais des douleurs aux genoux, mais je marchais calmement, pensant à me préparer un café pour l'après-midi. J'ignorais que mon fils se cachait derrière moi, le même que je portais dans mes bras à sa naissance, celui pour qui j'avais acheté des chaussures à la sueur de mon front. Lui, mon sang, attendait le moment précis pour me pousser en avant comme un étranger. J'ai senti le coup dans mon dos, soudain, violent et brutal, et mon corps s'est effondré. Chaque pas me brisait les os. J'ai senti ma canne m'échapper des mains. J'ai entendu un craquement en moi, et l'air m'a soudainement arraché. J'ai cru que j'allais rester là, que ce serait ma tombe. Ma tête a heurté le sol et, l'espace d'un instant, tout est devenu noir, mais la mort ne voulait pas encore de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, mon fils, debout au-dessus de moi, me regardant avec un sourire glacial, comme s'il avait gagné. J'ai cru qu'il allait courir se lever et pleurer en me voyant allongé ainsi. Mais non. La première chose qui m'a frappé. Un ricanement sortit de sa bouche. « Tu as eu beaucoup de chance de survivre, mon vieux, mais pas à ce point-là, car j'avais déjà vendu ta maison. » Je me suis figé. Je pouvais à peine bouger les lèvres, j'avais du mal à respirer. Et pourtant, j'ai trouvé la force de dire « Que as-tu fait, Mauricio ?» Mais il a haussé les épaules comme si de rien n'était, comme si toute ma vie de travail et de sacrifice ne valait rien d'autre qu'une facture froissée. À ce moment-là, mes petits-enfants et ma belle-fille sont arrivés. Je pensais qu'en me voyant allongé par terre, ils m'aideraient. Je pensais que les enfants, ce qui m'appelait autrefois « cher grand-père », auraient peur, mais non. Ils se sont mis à rire. L'un d'eux m'a dit « Lève-toi, vieux bon à rien. Ou tu veux qu'on appelle une ambulance pour t'emmener directement à la maison de retraite ?» Un autre m'arracha mes lunettes du visage et les jeta contre le mur, les brisant. La belle-fille me regarda avec dégoût et dit « Quelle chance, Panchaud, que tu respires encore. Mais dépêche-toi, on fait la fête aujourd'hui et on ne veut pas de ta puanteur dans le salon. » J'ai senti mon âme se briser en 1000 morceaux. Ce n'étaient pas des inconnus. C'était ma famille, les mêmes qui mangeaient dans ma main quand je travaillais au champ, les mêmes qui s'asseyaient à ma table pour partager le peu que nous avions. Comment pouvaient-ils me traiter ainsi? Que ai-je fait de mal pour mériter ces mots? J'ai essayé de me lever, mais la douleur me plia en deux. J'ai ressenti une brûlure dans le dos, mes mains tremblaient, et alors que j'essayais de m'asseoir, mon fils s'est penché vers moi et m'a murmuré à l'oreille d'une voix venimeuse. « Je t'avais prévenu, mon vieux. Ta chambre sera désormais à moi. Belle-mère, pas la tienne. C'est ton tour de sortir, on verra combien de temps tu tiendras. » J'étais tellement en colère que les larmes ont jailli d'elles-mêmes, non pas de douleur physique, mais de rage, d'impuissance. J'avais envie de lui crier dessus, lui rappeler toutes les nuits blanches que j'avais passées pour lui, chaque repas que je lui donnais, chaque soleil qui me brûlait le dos pour qu'il puisse étudier. Mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais que rester là, par terre, à écouter mes petits-enfants se moquer et à courir partout pour casser encore plus de mes affaires. L'un d'eux a ouvert le tiroir où je gardais mes photos de sa mère, ma défunte épouse, et s'est mis à les jeter par terre. Un autre a attrapé ma canne et s'en est servi comme d'un jouet, comme une épée, en criant « Tu n'en as plus besoin. Grand-père, tu es presque mort de toute façon. » La belle-fille, de sa voix sèche, a dit « Vieil homme, dépêche-toi de rassembler tes affaires. Nous avons des invités ce soir et nous ne voulons pas qu'ils voient que tu vis toujours ici. On a déjà vendu la maison, alors demain matin, tu ferais mieux de sortir, parce que je n'ai pas l'intention de te voir assis dans mon salon. » Chaque mot me poignardait plus que la chute. Je n'arrivais pas à y croire. Moi qui avais rêvé toute ma vie de mourir paisiblement dans la maison que j'avais construite de mes propres mains, j'étais maintenant jeté comme un chien hors de cette même maison. Et le pire,
c'est qu'aucun d'eux ne prenait le temps de réfléchir à ce qu'ils faisaient. Pas un geste de pitié, pas un silence respectueux, seulement des rires, des moqueries et du mépris. Cette nuit-là, allongé sur le sol, j'ai su que ma vie avait changé à jamais. Je savais que je n'étais plus ni un père, ni un grand-père, ni un beau-père. Pour eux, j'étais une ordure. Et je me suis dit, Pancho, si tu survis à ça, un jour, ils le regretteront. À l'aube du lendemain, je me sentais encore comme brisé. Je n'ai pas dormi du tout, car chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de mon fils se moquer de lui. Le rire de mes petits-enfants cassait mes affaires. Je me suis relevé péniblement, m'appuyant contre le mur, cherchant ma canne, mais elle avait disparu. Elle avait été brisée en 1000 morceaux la veille. Je marchais, courbé, les mains tremblantes, tandis qu'ils prenaient leur petit déjeuner comme si de rien n'était. L'odeur du pain grillé et du café emplissait la cuisine, et moi, l'estomac vide et le cœur brisé, je restais sur le seuil, attendant qu'on m'offre une place. Personne ne me regardait. « Qu'est-ce que tu fais là ?» dit-il de cette voix froide qu'il avait toujours avec moi. « Ne fais pas la sourde oreille. Dépêche-toi, mon vieux, rassemble tes affaires et sors. On fait la fête aujourd'hui. » J'avais la gorge nouée. J'aurais voulu lui dire que c'était ma maison, que je l'avais construite de mes propres mains quand j'étais jeune, en mélangeant du ciment au soleil, en portant des briques jusqu'à ce que j'ai mal au dos. J'aurais voulu lui rappeler que j'avais fabriqué cette table de petit déjeuner moi-même avec du bois acheté en ville, mais je me suis retenu. Elle n'était plus là. Utile. Il ne me considérait plus comme le propriétaire de rien, pas même de ma vie. Mes petits-enfants me regardaient avec un sourire malicieux. L'aîné, à peine âgé de 20 ans, me montra du doigt et me dit « Grand-père, tu veux que je t'aide? Je peux te pousser encore une fois pour monter les escaliers ?» Ils ont tous ri. J'ai serré les poings, mais la douleur dans mon dos m'empêchait de réagir. Je n'ai pu que retourner dans ma chambre et récupérer le peu qu'il me restait. Une petite boîte en bois où je gardais des photos de ma femme, un chapelet usé que j'avais toujours sur moi et une vieille veste pour le froid. C'est tout. Tout le reste avait été cassé ou conservé. Alors que je partais, ma petite boîte serrée contre ma poitrine, mon fils m'a arrêté dans le salon. « Ne crois pas que j'ai de regrets, mon vieux. Tu n'es plus rien ici. J'ai vendu la maison et avec l'argent que j'ai gagné, on vivra bien. Toi, par contre, tu ne vaux plus rien. » Elle m'a regardé avec un de ces sourires qui font plus mal qu'un coup. J'ai répondu par le silence, car je n'avais ni force ni mots. La porte était ouverte, et dehors, les voisins étaient déjà à l'affût. Certains chuchotaient entre eux, d'autres faisaient l'idiot. Mais je sais que tout le monde savait ce qui se passait, et le pire, c'est que personne n'est venu à mon secours. Personne n'a rien dit. Tout le monde a laissé le spectacle se poursuivre comme s'il s'agissait d'une simple rumeur de quartier. Ma belle-fille, un chiffon à la main, a pointé du doigt la rue et a crié « Sortez, et dépêche-toi, parce que ce soir, il y aura de la musique et des invités, et je ne veux pas te voir traîner ici. » Un de mes petits-fils a attrapé ma boîte et l'a jetée par terre. Des photos de ma femme étaient éparpillées sur la tamancta. J'ai vu notre portrait, jeune et souriant, se tacher debout. Je me suis penché pour le ramasser d'une main tremblante et le garçon a éclaté de rire. « Dépêche-toi, grand-père, ou je vais le casser aussi. » Je n'en pouvais plus. Je me suis agenouillé sur le trottoir, le ramassant morceau par morceau, les larmes aux yeux. Derrière moi, j'entendais les voix joyeuses de mon fils, de sa femme, de mes petits-enfants, qui préparaient la fête comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais vécu dans cette maison. Un voisin a traversé la rue et m'a regardé depuis le coin de sa maison. J'ai voulu lui demander de l'aide, mais il a filé, faisant semblant de ne pas me voir. Ce fut le coup de grâce, réalisant que je n'avais plus personne, que j'étais complètement seul. Avec quoi? Avec le peu de fierté qui me restait, j'ai rassemblé mes affaires, serré la petite boîte contre ma poitrine et me suis dirigé lentement vers le coin. Chaque pas me faisait mal aux os, mais plus encore à l'âme. Cette rue, où j'avais l'habitude de sortir avec ma femme l'après-midi pour discuter, était maintenant le couloir de mon humiliation. Je me suis arrêté un instant, j'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé en arrière. La porte de ma maison était fermée. De la musique forte et des rires provenaient de l'intérieur. Mon fils célébrait. Moi, en revanche, je commençais mon voyage vers nulle part. À cet instant, je me suis promis quelque chose. Ils ne vont pas m'enterrer tout de suite. Ils ne gagneront pas si facilement. Ce ne sera pas la dernière fois que je mettrai les pieds chez moi. Un jour, j'y retournerai, même si c'est la dernière chose que je ferai. Et avec ce vœu au cœur, je me suis lancé dans la rue, ne sachant pas où j'allais dormir cette nuit-là, sans argent, sans famille, sans rien, seulement avec la foi que Dieu ne m'abandonnerait pas.
Je n'oublierai jamais cette première nuit sur la rue. Je marchais sans but, serrant la petite boîte contenant mes photos contre ma poitrine et ma veste en bandoulière. Je n'avais pas d'argent et nulle part où aller. Je savais seulement que je ne pouvais pas rentrer chez moi, car cette porte m'était déjà fermée. Chaque os de mon corps me faisait mal à cause de la chute dans les escaliers, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était mon âme. Je me demandais sans cesse, comment mon fils avait-il pu me faire ça? Comment mes petits-enfants pouvaient-ils se moquer de moi? Je me suis assis sur un banc et j'y suis resté là pendant des heures, à contempler la rue déserte, entendant les aboiements des chiens au loin. Le froid me pénétrait jusqu'aux os. J'ai enroulé ma veste autour de moi, mais ce n'était pas suffisant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai juste prié. J'ai demandé à Dieu de me donner la force, de ne pas me laisser mourir allongé comme un chien. À l'aube, mon estomac gargouillait de faim. Je suis allé au marché où j'allais toujours avec ma femme par le passé. J'ai vu les paniers de fruits, le pain frais, la viande accrochée à des crochets. L'odeur aggravait mon estomac. Je me suis approché d'un étal de légumes. J'espérais que quelqu'un me reconnaîtrait, me donnerait une pomme ou un morceau de pain. Personne ne me regardait. Je n'étais plus Don Pancho, l'homme travailleur. Maintenant, j'étais un vieux sale, sans abri, sans famille. J'attendais près d'une poubelle, et quand le garçon au stand jetait des pots de bananes et des feuilles de laitue, je les ramassais. Je les essuyais avec la manche de ma veste et les mettais dans ma bouche. On ne sait pas ce que c'est que de manger des ordures avant de les avoir dans la bouche. Mais à cet instant, c'était divin. Je mâchais, gêné de regarder autour de moi. Je ne voulais pas qu'on me voie. J'avais l'impression de brûler de l'intérieur. Un garçon qui passait me désigna du doigt et dit à sa mère, « Regarde, un sans-abri mange des ordures. » La femme le tira par le bras et accéléra le pas. Je baissai la tête. Je n'étais plus Francisco, plus Pancho, plus rien. Cet après-midi-là, la faim me força à aller dans une boulangerie. Je m'appuyai contre le mur, fatigué, et l'odeur me gênait. Le pain chaud me donnait le vertige. Je restais là à regarder les gens aller et venir avec des sacs pleins. Un jeune boulanger m'a aperçu, et j'ai cru un instant qu'il allait s'enfuir, mais il est sorti avec un sac de pain rassis et me l'a donné en silence. J'ai failli pleurer de gratitude. « Que Dieu te bénisse, mon fils », ai-je dit d'une voix brisée. Il a simplement hoché la tête et est rentré. C'était la première fois que quelqu'un me traitait avec humanité au milieu de ma misère. Les nuits étaient les pires. Je cherchais des coins sombres pour dormir. Parfois un banc de parc, parfois sous un toit abandonné. Le froid me gaillait les os. Une nuit, des jeunes hommes ivres m'ont trouvé allongé par terre. Ils ont crié « Vieil homme inutile, lève-toi ou on t'urine dessus ». L'un d'eux a donné un coup de pied dans ma petite boîte et les photos de ma femme ont de nouveau roulé par terre. Je me suis agenouillé pour les ramasser, les mains tremblantes, sous leur rire. Ils m'ont donné un coup de pied dans le flanc et sont partis. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence, serrant mes mains. J'ai appuyé la photo de ma femme contre ma poitrine, lui demandant pardon de ne pas avoir su défendre ce que nous avions. Mais tout n'était pas mauvais. Une autre fois, une vieille vendeuse de tamales m'en a donné un enveloppé dans une feuille. « Mangez-le, monsieur », a-t-elle dit. Ce geste m'a redonné un peu confiance. J'ai compris que tout le monde n'était pas comme mon fils, qu'il y avait encore des gens bien dans le monde. Les jours ont allongé. J'ai appris à fouiller dans les sacs poubelles, à attendre que les marchés jettent ce qui ne servait plus. J'ai appris à demander sans un mot, juste là, à regarder humblement. Certains m'ont donné une pièce, d'autres un morceau de pain. La plupart ont détourné le visage. Je me suis lié d'amitié avec d'autres personnes dans la même situation. Un homme nommé Raoul, qui dormait dans le parc, m'a raconté son histoire. Il avait été chassé de chez lui par ses propres frères à cause d'un héritage. Un autre, Pedro, m'a raconté que son fils l'avait oublié à l'hôpital et n'était jamais revenu le chercher. Entendre leurs histoires m'a blessé, mais cela m'a aussi permis de me sentir moins seul. J'ai réalisé que je n'étais pas le seul à avoir été trahi par son propre sang. Chaque nuit, allongé sur le carton qui me servait de lit, je me disais, « Pancho, tu ne peux pas mourir ici. Tu ne peux pas leur donner ce plaisir. Tu dois endurer, même si tout ton corps te fait mal. Un jour, tu retrouveras ce qui t'appartient. » Cette pensée me maintenait en vie. Ni la nourriture, ni la pitié des gens, mais cette promesse. Cette rage mêlée de foi était ma force. Moi, qui avais été propriétaire d'une maison, d'une famille, je n'étais plus propriétaire de rien. Mais au fond de moi, il y avait encore un homme qui refusait d'abandonner. Un jour, assis sur un banc public, fatigué et affamé, j'ai vu passer un homme qui me fixait du regard. J'ai baissé la tête, honteux d'être reconnu dans cet état. Ses vêtements étaient sales, sa barbe était longue et son visage était brûlé par le soleil.
Mais cet homme s'est arrêté devant moi et m'a demandé, surpris, « Pancho, c'est toi ?» J'ai levé lentement les yeux. Il m'a fallu un moment pour le reconnaître, car le temps avait aussi fait. Son œuvre, c'était don Julian, un vieil ami avec qui j'avais travaillé de nombreuses années dans le bâtiment. Il avait été maçon comme moi, mais au fil des ans, il avait étudié le droit le soir et était devenu avocat. Je me suis souvenu. Il était un homme honnête, aux mains calleuses comme les miennes, mais doté d'un esprit brillant. « Oui, Julian, dis-je d'une voix tremblante. C'est moi ? Mais regarde ce que j'ai fini. » Il me regarda tristement et s'assit à côté de moi, sans se soucier de mon apparence. Cela me surprit, car la plupart des gens m'évitaient comme si je puais. « Que t'est-il arrivé, Pancho ?» demanda-t-il. Et là, les yeux pleins de larmes, je lui racontai tout. Je lui racontai ma chute, comment mon fils m'avait poussé, comment il s'était moqué de moi en disant que j'avais déjà vendu ma maison, les rires de mes petits-enfants, comment ma belle-fille m'avait jeté dehors comme un chien. Je lui racontai les nuits dans la rue, les ordures que j'avais dû manger, les humiliations, les coups de pied et les moqueries des inconnus. Chaque mot me faisait mal, mais en même temps, je me sentais soulagé de pouvoir le dire. Julian m'écoutait sans m'interrompre, le regard fixé au sol. Quand j'eus terminé, il resta silencieux un moment. Quelques secondes plus tard, je lui ai dit, « Pancho, ce qu'ils t'ont fait est un crime. Tu es toujours propriétaire de cette maison. Et si l'on vendu sans ton consentement, c'est une fraude. » Je l'ai regardé comme s'il parlait une autre langue. Je n'avais jamais rien compris à la paperasse ni à la loi. Je ne savais que travailler à mélanger du ciment et à transporter des briques. Mais Julian, lui ai-je dit, « Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat ni quoi que ce soit. J'arrive à peine à manger tous les jours. » Il m'a regardé avec fermeté et m'a répondu, « Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais t'aider. Je ne peux pas te laisser finir à la rue après tout le travail que tu as accompli dans ta vie. » À cet instant, j'ai eu l'impression que Dieu m'envoyait un ange. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un, après tant de mépris, puisse vouloir me contacter. Julian m'a demandé de lui dire si j'avais des papiers pour la maison, quoi que ce soit qui puisse prouver qu'elle m'appartenait. Je me suis souvenu que j'avais une vieille copie de l'acte de propriété conservée dans la petite boîte en bois où je gardais les photos de ma femme. Les mains tremblantes, j'ai ouvert la boîte et lui ai montré le papier froissé. Il a pris, l'a examiné calmement et a hoché la tête. « C'est suffisant pour commencer », a-t-il dit avec assurance. « Avec ça et ton témoignage, nous pouvons mettre fin à ce que ton fils a fait. » Ce jour-là, il m'a invité à prendre un café et du pain dans un restaurant voisin. Pendant le repas, il m'a raconté qu'il avait défendu d'autres personnes âgées qui avaient également été spoliées de leur maison par des proches cupides. Il m'a dit qu'il n'était pas le premier et qu'il ne serait pas le dernier. Mais pas tous. J'ai eu la chance de trouver de l'aide à temps. Je l'ai écouté avec un cœur brûlant. Pour la première fois depuis qu'il m'avait mis à la porte, j'ai ressenti une lueur d'espoir. L'après-midi même, il m'a emmené à son bureau, un endroit simple mais bien rangé. Il a fait des photocopies de ma carte d'identité, a pris des notes et m'a demandé de signer une déclaration relatant tout ce qui s'était passé. Pancho m'a dit, « Ce ne sera pas facile. Ton fils va se battre, il va tout nier et il essaiera probablement de t'humilier à nouveau, mais tu dois être forte. » Je l'ai regardé et j'ai répondu fermement, après tout ce que j'ai déjà subi. « Julian, je n'ai plus peur. Ils peuvent me frapper, ils peuvent m'insulter, mais ils ne m'enlèveront pas ma dignité. » Cette nuit-là, j'ai dormi à nouveau dans la rue, mais quelque chose avait changé. Je ne me sentais plus seul. J'avais un allié, quelqu'un qui croyait en moi. Je me suis allongé sur mon carton, j'ai regardé les étoiles et j'ai serré la photo de ma femme contre ma poitrine. Je lui ai parlé en silence. « Vieille dame, ne me lâche pas maintenant. On dirait qu'il y a encore de l'espoir. » Et pour la première fois depuis longtemps, au lieu de larmes de douleur, j'ai eu envie de pleurer de soulagement. Après avoir parlé avec Julian, j'ai passé la nuit à réfléchir. Le carton qui me servait de lit était humide de pluie. Mes vêtements sentaient la fumée de la rue et j'avais mal au ventre. Mais en moi, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement la faim ou le froid, c'était la colère. Une voix me répétait sans cesse. « Pancho, tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Cette maison, c'est ta vie, c'est ta sueur, c'est le toit que tu as construit de tes mains. Tu ne peux pas le perdre comme ça. » Le matin, je me suis levé avec un mal de dos, mais la tête haute. Je me suis dirigé vers le bureau de Julian. En entrant, il m'attendait déjà avec une pile de papier. Je me suis assise lentement, les mains tremblantes, et je l'ai regardé dans les yeux. « Julian, lui ai-je dit, j'ai bien réfléchi. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais me battre pour ma maison, même si cela me coûte la vie. » Il a souri et m'a serré la main.
Une tape sur l'épaule. C'est comme ça qu'il faut parler. Pancho. Maintenant, la vraie bataille commence. Il m'a expliqué que la première étape était de porter plainte contre mon fils pour fraude et maltraitance. Rien que de l'entendre, j'avais l'estomac noué. J'avais du mal à m'imaginer assis devant un juge pour parler de ce que mon propre fils m'avait fait. Une partie de moi ressentait de la honte, comme si en le dénonçant, je trahissais mon sang. Mais je me suis immédiatement souvenu de la poussée dans l'escalier, des rires de mes petits-enfants, les mots de ma belle-fille. Il n'y avait pas de plus grande trahison que ce qu'il m'avait déjà fait. Le même jour, Julien m'a accompagné au tribunal. Nous avons parcouru un long couloir qui semblait interminable. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, qu'il connaissait mon malheur, mais lorsque je suis arrivé à la fenêtre et que j'ai signé les papiers, quelque chose en moi s'est enflammé. Ma main tremblait en écrivant mon nom, mais chaque lettre était un coup porté à l'injustice. C'est fait, a dit Julien en me remettant les documents. Maintenant, votre fille saura que vous n'êtes pas seul. J'ai quitté le tribunal le cœur battant. Pour la première fois depuis mon expulsion, j'avais l'impression d'avoir une arme entre les mains, même si elle était en papier. Mais le combat n'allait pas être facile. Le même après-midi, alors que je cherchais un endroit où dormir, j'ai entendu des voisins discuter. Ils disaient que Mauricio, mon fils, passait son temps à dire que j'étais folle, que je ne savais plus ce que je faisais, que j'inventais des histoires parce que la vieillesse était me consumant. Cela m'a fait plus mal qu'un coup. Non seulement il m'avait pris ma maison, mais maintenant il voulait me voler ma raison, mon honneur, mon respect. Ce soir-là, allongé sur le carton, je regardais la photo de ma femme et je lui ai parlé comme si elle m'entendait. Vieille femme, ils veulent me faire passer pour un fou, mais tu sais qui je suis. Tu sais que je me suis battu toute ma vie pour cette maison. Donne-moi la force d'où que tu sois, car je ne laisserai pas ta mémoire être souillée par leurs mensonges. Le lendemain, Julien m'a emmené chez un notaire qui conservait encore les registres de mes biens. L'homme, aux cheveux blancs comme les miens, a fouillé dans les dossiers. Il a finalement sorti un document portant mon nom complet, Francisco González Pérez, propriétaire légitime. Quand je l'ai vu, les larmes ont coulé naturellement. J'ai eu l'impression qu'un morceau de ma vie m'avait été rendu. C'est de l'or, Pancho, a dit Julien. Avec ça, nous n'allons pas seulement nous battre, nous allons gagner. J'ai serré ce papier contre ma poitrine comme s'il était jeté un trésor. C'était la preuve que je n'étais pas fou, que ma parole était juste. Cet après-midi-là, j'ai croisé un de mes petits-fils dans la rue. Il était avec des amis, et quand il m'a vu, il a ri. « Tu es toujours en vie, grand-père? Tu n'es pas mort de froid ?» Je le regardai fixement et répondis calmement. « Tu verras que ton grand-père est encore là. Force de se battre, et quand il réussira, tu te souviendras de mes paroles. » Les garçons rirent et partirent, mais je restai debout, la poitrine droite. Leur moquerie ne me faisait plus autant de mal qu'avant, car au fond de moi, j'étais déterminé. Cette nuit-là, sous ce même ciel froid, je ne me sentais plus comme une épave. Je me sentais comme un homme qui avait pris une décision, et malgré mes os douloureux, mon esprit était inébranlable. Je me le disais à voix basse, comme un serment. Je n'abandonnerai pas. Peu m'importe qu'on me traite de fou, qu'on m'humilie, qu'on me frappe encore. Je vais récupérer ma maison, et ce ne sera pas pour eux. Ce sera pour moi, pour ta mémoire, vieille dame, et pour tous ceux qui, un jour, se sont retrouvés à la rue, sans aucun endroit où aller. Ce serment était ma nourriture. La nuit, je n'étais plus un vieil homme vaincu, j'étais un homme qui se préparait à livrer la dernière et la plus importante bataille de sa vie. Après avoir signé ses papiers au tribunal, quelques jours passèrent où tout semblait éternel. Je dormais dans la rue, mangeais ce qu'on me donnait, et le froid me gagnait les os. Mais quelque chose avait changé dans mon cœur. Je n'étais plus résigné. Pour la première fois depuis que mon fils m'avait poussé dans les escaliers, j'avais le sentiment que justice pouvait être faite. Ce sentiment était comme une bougie allumée dans l'obscurité. Un matin, Julien m'a dit, il a fouillé le parc où j'avais l'habitude de m'asseoir. Il tenait un dossier rempli de documents. Il m'a accueilli avec un sourire sérieux, un de ces sourires qui ne sont pas moqueurs, mais plutôt confiants. Pancho, j'étais en train d'examiner les papiers, dit-il. Votre fils a clairement fraudé. Regardez ça. Il a ouvert le dossier et m'a montré une copie du contrat d'achat de ma maison. Mon nom apparaissait dans une signature qui n'était pas la mienne. J'ai fixé ce gribouillage et j'ai senti une boule dans ma gorge. Ce n'est pas ça. Mon écriture, Julien. Je n'ai jamais signé ça. Il hocha la tête. Je sais. C'est un faux. Avec ça, le juge a raison d'interdire toute vente. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai pleuré de rage et de soulagement à la fois.
De rage parce que mon propre fils était capable de contrefaire ma signature, de me voler jusqu'au dernier centime, et de soulagement parce qu'enfin il y avait une preuve qui prouvait la vérité. Julien a posé une main sur mon épaule et m'a dit calmement, « Ce n'est que le début. Pancho, le combat va encore être long, mais nous avons déjà une première lueur d'espoir. » Ce jour-là, il m'a emmené à son bureau et m'a offert un café chaud. L'odeur m'a rappelé l'époque où ma femme me le préparait le matin avant d'aller travailler. J'ai pris une gorgée et j'ai eu l'impression de revivre. « Regarde, Pancho, » a continué Julien. « Nous allons présenter ce document comme preuve. Je vais aussi chercher des témoins pour confirmer que vous avez vécu dans cette maison et que personne n'avait le droit de la vendre. » Je l'écoutais, et chaque mot était comme une brique qui me redonnait des forces. Je n'étais ni folle, ni vaincue. Cet après-midi-là, en quittant le bureau, j'ai entendu des rumeurs dans le quartier. On disait que Mauricio, mon fils, avait organisé une grande fête pour fêter la vente de la maison, qui se vantait auprès de tout le monde de s'être débarrassé du vieil homme et d'avoir désormais une vie confortable. Certains voisins disaient même qu'il avait acheté une nouvelle voiture. J'avais le sang chaud. Ça me faisait mal de penser que, pendant que je dormais sur un morceau de carton, mon fils célébrait, un verre à la main, ce qu'il m'avait volé. Mais au lieu de m'enfoncer davantage, ces mots m'ont redonné de la force. Qu'il fasse la fête maintenant, me suis-je dit. Un jour, il pleurera. Ce soir-là, allongé sur le banc du parc, j'ai serré dans mes bras la petite boîte contenant mes photos et j'ai prié. Je n'ai pas demandé d'argent, je n'ai pas demandé vengeance, j'ai juste demandé justice, et j'ai demandé de la force, car je savais que le pire était à venir. Le lendemain, Julien m'a emmené voir un huissier. C'était un homme sérieux, avec des lunettes et une moustache, qui a examiné les papiers et m'a posé des questions. « Est-ce votre signature, Don Francisco ?»« Non, monsieur, je n'ai jamais signé cela. Savez-vous ce que signifie accuser son propre fils ?» J'ai ressenti un vide dans l'estomac. C'était comme si on m'avait planté un couteau dans le cœur, mais j'ai relevé la tête et répondu fermement. « Oui, monsieur, et je le fais parce que vous ne m'avez pas laissé le choix. » L'huissier m'a longuement regardé, puis a hoché la tête et a écrit quelques mots. « Nous allons présenter cela au juge. » En attendant, la vente est suspendue. Personne ne peut toucher à la maison tant que la situation n'est pas clarifiée. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression qu'un morceau de vie m'était rendu. La maison m'appartenait toujours, même si je ne pouvais pas encore y entrer. C'était comme respirer à nouveau après m'être noyé. Nous avons quitté le tribunal et Julien m'a souri. « Tu vois, Pancho, on avance. » Je me sentais plus légère, même si mes pieds me faisaient mal à force de marcher. Cette nuit-là, alors que je m'installais sous un toit de tôle rouillé pour me protéger de la pluie, j'ai pensé à mon fils. J'ai pensé à son sourire cynique quand il me poussait, à ses paroles venimeuses, et je me suis promis qu'un jour il saurait ce que c'est que de tout perdre. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré. « Vieille dame, je n'ai pas encore gagné, mais je ne suis plus vaincu. Sois patiente un peu, je vais récupérer ce qui nous appartient. » Et c'est ainsi que je me suis endormi, le corps en morceaux, mais le cœur plein d'espoir. Les jours qui ont suivi ont été durs, mais quelque chose avait changé en moi. Je ne marchais plus la tête baissée comme au début. J'étais toujours dans la rue, je mangeais toujours ce qu'on me donnait, mais l'espoir que Julien m'avait donné était comme un feu qui me maintenait en vie. Cependant, je savais que mon fils ne resterait pas en place, et il ne tarda pas à me le montrer. Un après-midi, alors que je marchais près du marché, je l'ai aperçu. Mauricio était là, en train d'acheter de la viande et des légumes avec sa nouvelle épouse, riant aux éclats comme si de rien n'était. En me voyant, il s'est approché avec un sourire moqueur. « Regardez qui est là !» a-t-il dit d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Le vieux fou qui dit que la maison est toujours à lui. Je sentais les gens autour de nous fixer. Certains riaient, d'autres murmuraient. Et ma salive ait soutenu son regard. Je ne suis pas fou, Mauricio. Cette maison est à moi, et un jour je la récupérerai. Il m'a ri au nez. Mec, plus personne ne te croit. Les gens savent que tu n'es plus bon à rien. Tu ferais mieux d'accepter ton sort et de mourir dans la rue. J'aurais voulu lui répondre, mais les mots me sont restés en travers de la gorge. Ça m'a fait mal qu'il dise ça, mais ce qui m'a fait encore plus mal, c'est de voir mes petits-enfants derrière lui me montrer du doigt en grognant. L'un d'eux a crié « Grand-père, prends une douche. Tu pues encore plus que la poubelle. » Les gens autour de moi ont éclaté de rire. J'ai senti mes jambes trembler, non pas de peur, mais de rage. Mais j'ai pris une grande inspiration et je me suis répété « Je ne vais pas leur donner le plaisir de me voir vaincu. » Ce soir-là, j'ai retrouvé Julien et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a regardé sérieusement et m'a dit « C'est normal, Pancho. Ils vont essayer de te faire sentir inférieur. Ils vont vouloir que tu abandonnes,
Mais ne le fais pas. Maintenant plus que jamais, tu dois être fort. » Ces paroles m'ont apaisé. Quelques jours plus tard, une autre humiliation est arrivée. J'étais assis sur la place à regarder les gens passer quand soudain mes petits-enfants sont apparus avec un groupe d'amis. Ils m'entourèrent comme un animal de cirque. « Maintenant, grand-père, dit l'aîné, raconte à mes amis comment tu dis qu'on va te rendre la maison. » Ils rirent tous. Je ne dis rien, baissant simplement les yeux et serrant mes mains. « Ne sois pas timide, continua-t-il. Raconte-leur comment un vieil homme inutile, comme toi, va battre le jeune fils fort. » L'un des garçons jeta une bouteille vide à mes pieds. Le bruit me fit sursauter de peur. Ils se tordirent de rire. Je sentis mon sang bouillir, mais ce ne fut pas le cas. Je prononçai un mot. Je me levai lentement et marchai vers l'église, ignorant leur raillerie. À l'intérieur, je m'agenouillai devant l'autel et priai. J'ai dit à Dieu, « Je ne me donne ni la richesse ni la santé. Donne-moi la force de résister et la valeur d'avancer. » En sortant de l'église, j'ai ressenti un calme différent, comme si quelqu'un avait posé une main sur mon épaule et m'avait dit « De l'eau, Pancho, ce n'est pas encore ta fin. » Quelques jours plus tard, Julien m'a donné des nouvelles. « Pancho, il m'a dit, le juge veut t'écouter en personne, il veut t'entendre de ta bouche. » Je me suis fait un nœud dans ma gorge. J'avais peur d'imaginer devant un juge racontant comment mon propre fils m'avait poussé, comment j'avais volé, comment mes petits-enfants se sont amusés de moi. Mais je savais aussi que c'était l'opportunité que j'attendais. Je vais le faire. Cette nuit-là, en essayant de dormir dans le froid, je répétais dans mon esprit ce que j'allais dire. Facile. Ma parole et ma dignité. Pourtant, j'étais déterminé. Je préfère mourir de combat que de vivre comme des ordures. J'ai promis que quand j'étais devant le juge que je n'allais pas pleurer, je n'allais pas trembler, j'allais parler à la vérité, avec la voix d'un homme qui ne demande pas de pitié, mais de justice. Et donc, au milieu de nouvelles humiliations et de taquineries, mon cœur a été renforcé, parce que chaque infraction qu'ils m'ont jetée était de l'essence pour mon feu. Chaque rire qui se moquait de moi était une raison de plus de ne pas abandonner. Ce bloc de douleur, d'insultes, ne m'a pas coulé. Au contraire, je voulais continuer. Le jour où je devais entrer dans une salle d'audience pour la première fois, j'ai senti que mon cœur voulait sortir par ma bouche. Je n'avais jamais marché sur un tel endroit de ma vie. Je ne connaissais que la campagne, la sueur, les briques, l'odeur du ciment frais. Maintenant, il était dans une salle froide, pleine de gens qui sont allés avec des papiers à la main pour parler de lois que je ne comprenais pas. Julien a mis ma main sur mon épaule. « Calme, Pancho, dis-moi calmement. Vous ne dites que la vérité, le reste que je laisse entre mes mains. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai réparé mes vêtements comme je le pouvais. Je portais une chemise propre qu'une bonne dame du quartier m'avait donnée. J'étais vieux et usé, mais au moins, il ne portait pas l'odeur de la rue. J'ai passé ma main dans mes cheveux en essayant de sembler digne. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce, il y avait lui, mon fils Mauricio, vêtu d'un costume avec une nouvelle cravate et les cheveux habités. À côté de sa femme et de mes petits-enfants, tous avec des sourires moqueurs. À ce moment-là, j'ai ressenti un coup de couteau dans ma poitrine. Pas de la peur, mais de rage. Ce garçon que j'avais donné, tout me regardait maintenant comme si j'étais un mendiant. Le juge est entré et nous nous sommes tous levés. Je pouvais à peine rester debout pour la douleur dans mon dos, mais je l'ai fait. Je ne voulais pas qu'il me voie faible. L'avocat de Mauricio a été le premier à parler. Il s'est levé d'une voix sûre et a dit « Son honneur, mon client a acquis légitimement cette maison. Monsieur Francis Senil. Monsieur Francisco n'a jamais signé ce document. » Le juge a pris les papiers, les a regardés attentivement et m'a ensuite demandé « Monsieur Francisco, est-ce sa signature ?» J'ai regardé droit dans les yeux et d'une voix ferme, j'ai répondu « Non, monsieur Judge, ce n'est pas ma lettre. Je n'ai jamais vendu ma maison. » Mon fils m'a poussé dans les escaliers puis m'a jeté dans la rue comme si j'étais un chien. La pièce était silencieuse. Pendant un moment, j'ai senti que tout le monde me regardait différemment, non pas comme le vieux vagabond, mais en tant que père trahi. Le juge a hoché la tête et a écrit quelques notes. L'avocat de mon fils a tenté d'interrompre son honneur et la parole d'un vieil. Homme contre les documents juridiques. Julien n'est pas parti. Non, au nord, nous avons ici un notaire disposé à déclarer que la propriété est toujours au nom de M. Francisco. Et aussi des voisins qui peuvent confirmer qu'il y vivait jusqu'à ce qu'il soit expulsé par la force. Le juge leva la main pour faire le silence. Très bon. Je citerai les témoins et examinerai ces tests. Pendant ce temps, la maison fait l'objet d'une enquête. Personne ne peut le vendre ou le modifier jusqu'à ce que je donne un verdict. À ce moment-là, j'ai ressenti un si grand soulagement que mes jambes se penchent presque. Ce n'était pas encore la victoire,
mais c'était comme s'il retournait un morceau de ma dignité. Lorsque nous avons quitté la pièce, Mauricio m'a approché. Personne n'a écouté plus que moi, murmura le vieil homme avec colère. Vous ne savez pas qui vous obtenez. Vous allez le regretter. Je me suis regardé dans les yeux et pour la première fois, je n'ai pas eu peur. Non, fils, celui qui va le regretter, c'est toi. Je l'ai vu serrer les dents furieux et faire demi-tour. Je suis resté avec ma poitrine en érection. Peut-être que j'ai toujours dormi dans la rue, peut-être que je continuais à manger des ordures, mais à ce moment-là, je ressentais plus d'homme que jamais. Cette nuit-là, allongé dans mon coin humide du parc, je me suis souvenu de chaque mot que je disais devant le juge. J'ai répété encore et encore. Le combat a déjà commencé et je ne le perdrai pas. Après cette première audience devant le tribunal, quelques semaines ont passé que tout était silencieux. J'ai continué à dormir dans la rue, à la recherche de nourriture où je pouvais, mais en moi, j'avais cette étincelle d'espoir qui m'a gardé en vie. Il n'était plus seulement un vieil homme abandonné, il était un homme en lutte. Mais en même temps, j'ai commencé à remarquer que quelque chose se passait avec Mauricio, mon fils. Les rumeurs dans le quartier volent plus vite que le vent. Un jour, j'ai entendu des dames parler dans le magasin. Ce Mauricio est très rare. Ils disent qu'il est impliqué dans des dettes envers son cou, a déclaré un. Et bien sûr, l'autre a répondu. Si vous le dépensez lors des fêtes, dans les voitures et les femmes. Je suis resté à écouter sans les réaliser. Mon cœur était difficile. Donc, pendant que je dormais sur des cartes, il lançait l'argent qu'il a sorti de chez moi. Je ressentais de la colère, mais aussi une sorte de satisfaction. La vie, tôt ou tard, passe la facture. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un vieil ami de la construction, dont Ernesto. Il m'a regardé avec pitié et m'a dit « Pancho, ton fils n'est plus le même. Je l'ai vu récemment dans une cantine ivre, criant que tout le monde était envieux. Personne ne le respecte et ses partenaires le laissent seul. » J'ai baissé la tête. Ça faisait mal de l'écouter parce que même s'il m'avait trahi, mon sang était toujours. Mais j'ai aussi pensé, ce n'est que le début. Celui qui manque se termine mal. Peu de temps après, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a marché dans la rue principale quand je l'ai vu quitter un bureau de banque se disputer avec un homme en costume. Son visage était rouge de courage. Quand il a réalisé qu'il le regardait, il m'a crié du trottoir devant. « Qu'est-ce que tu regardes, vieux ? Profitez de vos derniers jours parce que je vais vous écraser devant le tribunal. » Je n'ai pas répondu, je viens de l'observer. J'ai remarqué quelque chose de différent. Tucia forte, comme s'il manquait l'air, et sa peau avait l'air pâle. Pendant un moment, je m'inquiétais, mais je me suis immédiatement souvenu de la poussée des escaliers et du rire de mes petits-enfants. Ce n'était pas de la cruauté, c'était justice. Plus tard, Julien m'a dit ce qui commençait déjà à être entendu parmi les avocats. Pancho m'a dit « Votre fils est désespéré. Il a essayé de soudoyer des fonctionnaires pour que l'affaire se penche en sa faveur, mais il n'a pas bien fait. Chaque qu'il cherchait dans le parc, une femme plus âgée qui me connaissait depuis son jeune âge. Sa femme ne m'a même pas accompagné. Char ce que je ne pouvais pas recueillir avec mes mains. Cette nuit-là, tout en essayant de dormir dans un coin sombre, des images de tout ce qui s'était passé m'est venues. La poussée, les rires, les photos de ma femme allongée dans la boue, ce n'était pas un bonheur qui m'a rempli. C'était un problème, comme si Dieu lui-même a fait du contrôle et je me suis dit, moi un nouveau Mauricio dans la rue, avec un visage pâle et une toux sèche qu'il a pliée. Me voyant, il a essayé d'élever la voix. Vieux, ne pensez pas que vous avez gagné. Cela ne se termine pas. Mais sa voix semblait faible, brisée. Je l'ai regardé et j'ai répondu Serenity. Non, fils, cela a déjà commencé à finir. Il a tourné le dos sur moi et a laissé la toux et j'ai d'abord été en charge de lui donner sa punition. L'aspect d'autres hommes et femmes qui étaient les mêmes que moi, perdus dans la rue, sans famille et sans toi que j'ai vu dans ses yeux la même douleur que je ne le charge pas, la même humiliation et je dis, si je réussis le refuge, un endroit où je mets à nouveau, le lendemain, je suis devenu toujours le bureau de Julien. Il leva les yeux surpris. Êtes-vous sûr, Pancho? Cette maison vous appartient, votre héritage, votre repos. Après tout ce que vous avez souffert, il serait normal pour vous de l'apprécier seul. J'ai secoué la tête. Non, Julien, j'ai déjà rencontré ce que c'est de dormir entre en carton, d'avoir faim, de recevoir des taquineries et je savais aussi ce que ça fait quand quelqu'un vous donne un morceau de pain ou un bon mot. Cette maison doit servir quelque chose de plus grand. Julien sourit. Ensuite, nous nous battrons non seulement pour le récupérer, mais pour donner cette nouvelle destination. Ces paroles m'ont donné plus de force. Je sentais que ma bataille avait un plus grand sens, qui n'était plus seulement un vieux combat pour les briques, mais un homme défendant un rêve. Peu de temps après le début du public le plus fort.
Mauricio et son avocat ont essayé toutes sortes de trucs pour me discréditer. Ils ont dit que j'étais fou, que j'ai inventé des histoires, que la maison avait toujours été la sienne. Mais Julien était préparé. Il a pris des papiers. Il a appelé des témoins. Il a montré les écritures. Chaque fois que Mauricio essayait de parler, il toussa là que sa voix était brisée. Je l'ai regardé et m'a dit silencieusement « Le temps vous charge, Phil ?» L'un des publics était particulièrement difficile. L'avocat de Mauricio m'a demandé devant tout le monde « Don Francisco, comment pouvez-vous prouver que vous êtes toujours en mesure de vivre dans cette maison et de le gérer ?» J'étais silencieux pendant quelques secondes. Tout le monde m'a regardé. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine, comme si ma femme du ciel me donnait de la valeur. Et puis j'ai parlé. Je ne connais pas les lois ou les papiers, monsieur, mais je sais ce que c'est de soulever une maison de mes propres mains. Je sais ce que c'est que de travailler sous le soleil sans abandonner, et je sais ce que c'est de survivre dans la rue quand tout le monde vous tourne le dos. Je ne veux pas cette maison juste pour moi. Je veux le transformer en un endroit où personne d'autre ne dormira sur le sol comme moi. La pièce était silencieuse. J'ai vu plusieurs personnes lever les yeux. Même le juge m'a observé soigneusement, comme si mes paroles étaient arrivées plus profondément que n'importe quel document. Cette nuit-là, même si j'ai encore dormi dans un coin froid, j'ai ressenti la paix parce que je savais que je semais quelque chose de grand. Petit à petit, j'ai commencé à parler à d'autres personnes dans la rue leur disant mon idée. Je vous ai dit, si Dieu retourne ma maison, je ne serai pas là. Vous aurez aussi un toit. Certains ont ri des incroyants, d'autres m'ont regardé avec espoir. Un homme nommé Pedro m'a pris la main et m'a dit, « Si vous y parvenez, Pancho, vous serez plus qu'un gagnant. Vous allez être un père pour nous tous. » Ces mots m'ont rempli de larmes parce que je comprenais que mon combat n'était plus seulement le mien. C'était tout ce qui était oublié, de tous ceux qui étaient une fois jetés hors de leur maison. Julien m'a averti que la route serait encore longue, que l'épreuve, le public, que Mauricio n'abandonnerait pas mon combat. C'est ma mission. Récupérer ma maison pour ne pas me bloquer, mais pour ouvrir ses portes à la vie de la vie. Il dira tout pour couler. Enfance, cette obscurité de la sienne, qu'il a fait pleurer pour un jouet, a maintenant fait de lui un homme capable de vendre à son propre père. Nous sommes entrés dans la pièce et je l'ai vu assis là avec son avocat. Son visage était plus émacié qu'auparavant. Il toussa à chaque fois en essayant de le cacher avec un mouchoir, mais il ne pouvait pas cacher à quel point il avait l'air pâle. Ses yeux, cependant, avaient toujours cette étincelle d'arrogance. Me voyant, il s'est penché en avant et m'a jeté un sourire tordu. Le juge a demandé le silence et l'audience a commencé. L'avocat de Mauricio s'est levé et a dit d'une voix ferme « Son honneur, mon client dit que la maison a été légitimement vendue et que les accusations de M. Francisco sont infondées. » Le juge l'a envoyé s'asseoir et a demandé à Mauricio de parler. Dit « Monsieur Mauricio, que devez-vous déclarer ?» Mon fils s'est levé lentement, a accueilli son sac et caraspéa. « Honneur », il a commencé d'une voix sûre. « Je voulais juste prendre soin de mon père. Il n'était plus en mesure de gérer une propriété. J'ai vendu la maison parce que c'était le meilleur pour la famille. J'ai serré mes poings, menti sans clignoter. Il a décidé d'aller dans la rue. Que brada mes fermes. Avec la sueur de mon front. Je n'ai jamais signé de rôle pour le vendre. Mon fils m'a poussé dans les escaliers. Il m'a jeté dans la rue et le pire, mes propres petits-enfants se sont moqués de me briser les photos de ma femme. Il y avait un silence. Toute la pièce m'a écouté. Je ne veux pas cette maison pour moi seul. J'ai continué. Je veux qu'il devienne un refuge pour ceux qui dorment aujourd'hui dans la rue comme moi. Je n'invente rien. Je me bats pour la justice. Le juge m'a regardé attentivement. J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, comme si mes mots avaient pesé plus que n'importe quel document. Soudain, Julien s'est levé et a montré un nouveau document. « Votre honneur, nous avons obtenu une copie des chèques de vente. Ici, il apparaît clairement que le cabinet de Mauricio facturait de l'argent et la calligraphie expert confirme que la signature de M. Francisco a été falsifiée. » Un murmure a fait une tournée dans la pièce. Mauricio est devenu rouge en tant que tomate et a commencé à tousser fort. Son avocat a tenté d'interrompre, mais le juge est tombé. « C'est très grave, Monsieur Mauricio. » Le juge a dit dur. Il pourrait faire face à des accusations de fraude et de falsification. J'ai vu comment mon fils baissa les yeux. Pour la première fois, je l'ai vu nerveux, sans cette arrogance qu'il portait toujours. Il toussa sans s'arrêter, transpirant et serra ses poings sous la table. Je l'ai regardé et j'ai ressenti un étrange mélange. Une partie de moi voulait courir pour le serrer dans ses bras et lui dire de s'arrêter, qu'il pouvait encore changer, mais l'autre partie se souvenait de la faim, du froid, des taquineries, de la solitude. Et puis j'ai compris, il était trop tard.
Le juge a reporté l'audience pour examiner les nouvelles preuves. Nous avons quitté la pièce dans le couloir. Mauricio m'a approché de m'allumer. « Vieil homme » m'a-t-il dit d'une voix basse et tremblante, « ne fais pas ça. » Je l'ai regardé fixe. « Non, fils, tu m'as fait d'abord. » Et je me suis retourné, laissant ses yeux pleins de colère et de peur. Après ce public où Julien a présenté les épreuves de falsification, tout a commencé à bouger plus vite. Je dormais encore dans la rue, il y a eu le rhume. La vérité venait à la lumière et que Mauricio, avec tout son argent et son arrogance, ne pouvait plus se cacher. Ils disent qu'il a falsifié l'entreprise. Oui, c'est vrai, il finira mal. J'ai tout écouté de mon coin du parc sans rien dire. Sourire, parce que plus que les briques, ce que je voulais récupérer était le respect, la mémoire de ma femme, la valeur de tant d'années de travail. Tomber petit à petit. Je l'ai vu dans le public. Son costume n'avait plus. Eh bien, sa peau était jaune, il toussa sans s'arrêter. Une fois au milieu de la pièce, il s'est presque évanoui. Son avocat a dû le tenir. Le juge a ordonné une pause et je l'ai vu échelonner comme un homme vaincu. Dans la salle, il a essayé de m'approcher à nouveau. « Vieux », il m'a dit d'une voix rauque, « vous ne comprenez pas. Je voulais juste vivre mieux. » Je l'ai regardé et je lui ai répondu, « Et quoi, fils ? Il ne méritait pas de vivre avec dignité après tout ce que j'ai travaillé. C'était juste de me jeter dans la rue comme un chien. » Il a baissé la tête et n'a pas répondu. Ses mains tremblaient, il le plia en deux. Cette nuit-là, en essayant de dormir dans un coin humide, je pensais à lui. Une partie de moi ressentait de la compassion, car la maladie ne souhaite personne, pas même l'ennemi. Mais une autre partie m'a rappelé que chaque tout était un écho à la justice de Dieu, une réponse à la douleur que j'avais souffert. Les voisins ont commencé à me donner un autre visage. Une dame qui n'avait jamais dirigé le mot m'a approché sur le marché et m'a donné un sac avec des tortillas chaudes. Désolé, Don Pancho me l'a dit. Je ne savais pas tout ce qu'il lui avait fait. Vous ne méritez pas ce qui s'est passé. J'ai reçu le sac avec des larmes aux yeux. Merci, monsieur. Dieu le paie. Ce genre de geste m'a renforcé. Je ne me sentais plus seulement contre le monde. Il y avait des gens qui ont commencé à voir la vérité et qui m'ont donné plus d'encouragement à résister. Le public suivant était décisif. Julien a présenté un expert qui a confirmé que la signature de l'écriture était fausse. Mauricio s'est levé furieux. Il a crié que tout était un mensonge, que l'expert a été acheté. Il a tellement ramé que sa voix était à peine entendue. Le juge lui a demandé l'ordre, mais il a frappé la table avec son poing. « Cette maison est à moi. Je l'ai gagnée » cria-t-il avec le visage rouge et les veines du coup marquées. Je l'ai regardé et j'ai pensé « Cette maison ne l'a pas gagnée. Fils, vous l'avez volée. » Le juge leva la main et dit sévèrement « Monsieur Mauricio, s'il continue de modifier l'ordre, je le retirerai de la pièce. Ici, la seule chose qui compte est la bouche qui se couvre sa bouche avec un coup de sang. Commencez, non seulement les législations, mais la physique. Cela m'a donné la force de continuer. Le combat avait été entre les papiers, les avocats et les juges. J'ai parlé et pleuré devant un bureau et quelques-uns ont écouté. Mais ce matin-là, la vérité ne restait plus. Où ? Au sein du tribunal. Il est sorti, dans le quartier, aux voisins qui avaient vu toute ma vie. Tout a commencé lorsque le juge a autorisé les audiences à être publiques. Les journalistes locaux sont arrivés avec des caméras et des enregistreurs. Je n'avais jamais parlé à une caméra. Mes mains tremblaient. Mais Julien m'a dit à l'oreille, « Pancho, n'as pas peur. Je dis juste la vérité comme vous le faites toujours. » Quand ils m'ont appelé sur le podium, j'ai marché lentement avec des jambes lourdes, mais avec un cœur ferme. Devant moi se trouvaient les caméras et dans un coin le curieux du quartier. J'ai vu des voisins qui ont déjà tourné le dos. J'ai vu même des gens qui ont fermé ma porte un jour quand j'ai demandé du pain. Maintenant, tout le monde était attentif. Le juge m'a demandé de dire ce qui s'était passé. J'ai pris une respiration et j'ai parlé calmement. « Votre honneur, je ne suis pas un homme d'études, je suis maçon. Avec mes mains, j'ai soulevé ma maison en brique pour brique. Cette maison ne m'a donné personne. Je l'ai fait avec la sueur de mon front et maintenant je suis ici parce que mon propre fils m'a poussé dans les escaliers. Il m'a volé, falsifié mon entreprise et m'a jeté dans la rue comme s'il s'agissait d'un chien. La pièce était silencieuse. Je sentais que chaque parole pesait comme un bloc de ciment. Pendant que je dormais dans la rue, j'ai continué à manger des ordures et à supporter le froid. Il a dépensé de l'argent dans les fêtes et les voitures. Mais je ne viens pas ici pour demander pitié. Je demande juste à la justice. J'ai vu des voisins bouger la tête avec honte. L'un d'eux a même nettoyé une larme. Lorsque le tour de Julien est venu, il a montré les tests.
Documents avec de fausses entreprises, chèques chargés par Mauricio, témoignages de voisins qui ont confirmé que j'avais vécu dans la maison jusqu'au jour de leur jetée. Chaque document était comme un clou dans le cercueil. Le juge a hoché la tête et a demandé à Mauricio de parler. Mon fils s'est levé stupéfiant. Il a tellement ramé qu'il pouvait à peine parler. Sa voix semblait rauque, brisée. Son honneur, a-t-il dit avec des difficultés. Tout cela est un mensonge. Mon père est confus, il ne sait plus ce qu'il dit. J'ai juste essayé de l'aider, mais personne ne le croyait. Les gens murmuraient et les journalistes ont marqué chaque mot. Soudain, l'un d'eux a soulevé la voix et a demandé « Comment expliquez-vous les chèques à son nom, les seigneurs qu'ils ont traités ?» Ils m'ont entouré des questions. Ils m'ont mis des microphones sur mon visage. Je veux récupérer ma maison et la transformer en un endroit où personne d'autre ne doit dormir dans la rue comme moi. Ayant cru auparavant. Lui, quitter la pharmacie, la tourer avec le look perdu. Certains jeunes l'ont souligné et l'un a crié. Il y a celui qui voulait voler la maison à son propre père. Il baissa la tête et il marcha rapidement comme un chien avec sa queue entre ses jambes. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie justice n'était pas seulement devant le tribunal, mais dans la honte du public. Parce qu'un homme peut vivre avec de l'argent et du luxe, mais quand les gens ne le respectent plus, il ne reste plus rien. Et donc, alors que je n'arrêtais pas de dormir dans mon carton, il avec tout son costume et son argent a commencé à essayer le pire lit de tous, le lit de l'humiliation. Le jour de la phrase dont je m'en souviens comme si c'était hier. Il sautait nuageux, comme si le ciel lui-même savait que quelque chose d'important allait être décidé. J'avais à peine dormi dans la banque de parc avec un estomac vide et des os endoloris, mais mon cœur était ferme. Je savais que ce serait la dernière bataille. Julien m'a trouvé tôt. Il m'a giflé sur mon épaule et m'a dit « Tout est fini. Pancho. Que se passe-t-il? Je veux que vous sachiez que vous avez combattu comme un vrai homme. » J'ai hoché la tête sans voix. J'avais un nœud dans ma gorge. Nous sommes entrés sur le terrain et la salle était pleine. Des voisins, curieux, des journalistes, tout le monde voulait entendre la phrase. Il n'y avait pas de murmure partout. Je marchais lentement avec ma tête, tandis que certains m'ont salué avec respect. Je n'étais plus l'ancienne vérité folle. Sépulcrale, le fait que la société a été falitée. Mes poings ont estimé que l'air est retourné dans mes poumons. Mauricio se leva soudain, furieux et cria d'une voix rauque. C'est une injustice. Ils sont tous contre moi. Le juge l'a renvoyé silencieux, mais il a continué à crier. Malheureux vieux, tout est de votre faute. Les gens dans la pièce ont commencé à le huer. Un certain temps, Sif, Sverguanza. D'autres ont dit. Comment pourriez-vous faire ça à votre propre père? Mauricio a essayé de répondre, mais il a plié. Il a titubé et est tombé à genoux haletants. Mireille répondit con vos firmes. No una victoria para mi solo. Et una victoria para todo lorsque alguna fueron huillado. Para los que perdieron el suyo por la ambition de otro. Et esa tarde, al salir del juzgado, moisson ligero. Caminé por la chapelle con la frente en alto. Ya no era el viejo abandonado de los Cartón, era Francisco González Pérez, un hombre que había recuperado su casa y su dignidad. Cuando llegué al parc, moi senté en mi banca de siempre y saqué la cajita con la photo de mi esposa. La miré y le hablé en silencio. Vieja, el hologramo. Nuestra casa vuelve a ser nuestra, pero no será solo para mí, será para todos los que conocieron la soledad y el hombre la cal. Las lágrimas me corrieron, pero estaba errant de paz. Después de la sentencia, mi vida empezó a cambiar poco a poco. Recuperar mi casa fut como recuperar un pedazo de mi alma. Cuando volví a entrar por esa puerta, mi mano temblaban. Caminé por los cuartos vacíos, las paredes subían. Recordé cómo habían sonado las risas de mi hijo cuando eran pequeño, el olor del café de mi esposa, el calor de un hogar verdadero. Moi arrodillé en medio de la sala y loré como niño, pero no moi quedé ahí. Tal como le prometí a Julien y como me prometí a mí mismo, decidí que esa casa no sería solo para mí. Empecé a limpiarla, a pintar las paredes con la ayuda de algunos vecinos que se habían conmovido con mi historia. Pronto llegaron hombres y mujeres de la calle, como buscando un techo. Los recibí con los brazos abiertos. Aquí nadie sobra, le dije. Esta casa es para todos los que la vida echó a un lado. Así fue como mi hogar se convirtió en un refugio. Cocinábamos junto con el poco que teníamos. Compartíamos historia en las noches y poco a poco esa casa volvió a alertarse de vida. Pas lujo, pas riqueza, pero era dignidad. Y esa dignidad valía más que todo el dinero del mundo. Mientras Greco encontraba paz, Mauricio escondía cada vez más.
Mi entraba peor los vecinos de que y nadie elo visitaba. Su esposa elo abandonó cansada de su enfermedad y de las de da. Mi nietos haljaron de él como si nunca hubiera existido. Un día un conocido me contó, tu hijo está grave en el hospital, tin cáncer avanzado, disant que ya no le queda mucho. Moi que decalado. Por dentro sentí una mezcla de emoción. Pas de loaba, pero tampoco sentía compasión como antes. Era como si la vida hubiera cerrado un círculo. El moi había empujado a la muerte en las escaleras, y ahora la muerte él estaba empujando a él paso a paso. Moi preguntaron si iría a visitarlo. Pensé mucho en eso, pero la respuesta fue clara. Pas de dije con calma. Él eligió su camino. Yo ya encontré el mío y así fue. Nunca él lo viste. Pasó su último día solo con la compañía fría de una cama de hospital y el eco dessus. Nadie lo por él, nadie encendió una vela. Su final fue el refugio de la vida que eligió. Yo, en cambio, encontré en mi casa un nuevo comienzo. Cada noche, cuando las personas del refugio se sentaban a cenar alrededor de la mesa, yo sentía que no estaba solo. Había risa, había oración, había agradecimiento. Un hombre me dijo una vez, Pancho, usted nos salvó la vida. Yo le respondí con una sonrisa humilde. No, hermano, me fue salvaron a mí porque era verdad. Elo me había dado la compañía que creí perdida para siempre. Esa casa que un día fue símbolo de traición y dolor, ahora era un lugar de esperanza y fraternidad. Con el tiempo vinieron voluntarios, gens que querían ayudar. Traían comida, ropa, medicina. El refugio empezó a crecer. Se conoció en un albergue digno donde nadie pasaba hambre, donde nadie dormía a la intempérie. Y cada ladrillo, cada appareil-moi recordaba que esa era mi verdadera victoria. Una tarde, mientras barría el patio, encontré en un rincón la foto de mi esposa que habían roto mi nieto. Estaba arrugada con las esquinas quemadas, pero la recogí y la enmarqué otra vez. La puse en la sala como símbolo de que ni el odio ni la ambición pudieron destruir nuestra memoria. Cada vez que paso frente a esa foto, le hablo en silencio. Vieja, el hologramo. Nuestra casa es ahora un hogar para mucho. Aquí nunca más habrá soledad. Y soy porque n'yando que mi historia no terminó con el empujón en las escaleras ni con las noches de frío en la calle. Mi historia terminó aquí, rodeado de gente que, como fue olvidada, pero que ahora tiene un lugar donde sentirse en casa. La vida le dio a mi Joel lo que merecía, enfermedad, soledad y abandono. A mí me dio otra cosa, la oportunidad de transformar el dolor en amor, la injusticia en refugio y la traición en una cosa más grande que yo. Hoy, cuando me siento en el patio y escuché las risas de quien ahora viven conmigo, cierro los ojos y agradezco. Pas de tango riqueza, pas de tango lujo, pero tango paz.